ça a toujours été, oui, l'aventure, le défi. Les créateurs du collectif Nice Startup, c'est la French Tech en Côte d'Azur sur le territoire de Nice Métropole. Quand ils sont venus me voir pour que j'intègre le collectif avec eux, ma boîte, elle était montée depuis 2 semaines. J'ai saisi les opportunités. Monter une boîte, c'est un risque financier qui est certain parce que tu remets en cause ce que tu as mis en œuvre pendant 25 ans. Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants, donc t'es pas toute seule à devoir t'assumer financièrement. Dans l'adversité, il y a toujours des solutions. On se colle trop la pression pour plein de choses qui n'ont pas d'importance. Tant qu'on t'a pas dit non, c'est que c'est peut-être oui. J'ai envie de voir la vieille que je vais être et j'ai envie d'être une belle vieille. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaud, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur le talent, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire découvrir Nathalie Orvoen. Vice-présidente de la French Tech PACA, présidente de Nice Startup. J'ai toujours un peu de mal à le dire, Startup. Nathalie est une aventurière, défricheuse et intuitive. Une nature brute qui fait les choses à fond. Une Ferrari sans le bling-bling. Ce qui m'inspire chez Nathalie, c'est sa personnalité aussi singulière que son parcours. Directe, déterminée, passionnée d'internet, fan de nouvelles technologies et d'innovation, cette sniffeuse de tendance a su se réinventer après une carrière dans les médias et le web et prendre le risque de lancer sa start-up à 44 ans. Les Potageurs. Moi déjà, le nom, j'adore. Les Potageurs. Les Potageurs, c'est une start-up à mission, celle de développer l'agriculture urbaine en créant des jardins productifs sur les toits. L'idée est innovante, inspirante et intègre une conscience écologique, économique et sociale aiguisée à l'image de sa fondatrice. Nous avons retracé son parcours et abordé son engagement pour la cause féminine, notamment dans la tech, univers essentiellement masculin. Nous nous sommes interrogés sur les codes, les recettes pour imposer sa valeur et sortir de l'invisibilité et comment se positionner et influencer. Et définir les clés essentielles de réussite pour entreprendre en tant que femme. Comme poser ses limites, travailler sa répartie, assumer ses faiblesses et s'entourer donc des bonnes personnes pour les compenser, et ne pas avoir peur de se demander comment un mec verrait les choses pour arriver à élargir le champ des possibles. À 50 ans cette année, Nathalie nous pousse sans langue de bois, mais sans langue de bois vraiment, à sortir de l'invisibilité, arrêter de s'auto-censurer et mettre en avant la puissance des femmes qui, pour elle, est sans limite. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur ton parcours? Quels ont été les événements marquants en fait de ta carrière et qui t'ont construite? Et puis, qu'est-ce que tu en retiens? Mon parcours, c'est surtout mon parcours professionnel ça a été jalonné de plein d'expériences et d'opportunités. J'ai toujours saisi les opportunités. Dès très jeune, j'ai eu l'opportunité de rentrer en centre de formation au niveau de volley. Donc ça a été mon premier truc, ma première activité, on va dire, semi-professionnelle. Et après, toute ma carrière, j'ai saisi les opportunités. J'étais à la fac à Montpellier, on m'a proposé de rentrer dans un laboratoire de recherche à Paris, à la Sorbonne. J'ai tout de suite saisi. J'ai toujours eu des propositions comme ça et qui ont jalonné mon parcours et que j'ai saisi. Donc c'est plutôt des rencontres, des opportunités qui ont construit mon parcours. J'avais une ligne directrice au départ et ça s'est construit comme ça au fil de l'eau, au fil des rencontres. Et tu me racontais quand on a justement préparé
que tu es très attaché aux rencontres. Enfin, en tout cas, c'est ça qui est le fil rouge. Oui, les rencontres dans la vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, amicale, c'est toujours des gens vers lesquels tu vas ou qui vont vers toi pour te proposer quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être ouvert à la rencontre, parce que souvent, en plus, les propositions viennent pas forcément de gens qui te sont super proches ou intimes, mais plutôt de gens que tu vas croiser comme ça, au hasard d'une rencontre, alors que les gens qui sont partie intégrante de ta vie vont pas forcément être les meilleurs pour t'aider ou vont pas penser à toi pour cette opportunité-là. Donc c'est toujours être attentif quand même à ce qu'on te propose et toujours l'étudier même quand ça paraît un peu farfelu. Oui, on dit souvent que c'est pas le premier cercle qui crée, c'est vraiment le réseau plutôt large qui à chaque fois t'embarque, enfin moi en tout cas m'a embarqué dans mes différentes aventures professionnelles. Donc oui, les rencontres quoi. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu es passé par différents univers. J'ai toujours aimé les univers professionnels qui étaient des aventures. Début de ma carrière, quand j'étais dans un laboratoire de recherche en sociologie, c'était l'aventure de l'Internet. C'était 94, 95, c'était les débuts de l'Internet en France. Donc c'était vraiment l'aventure de l'Internet, quoi. Hein. Découvrir ce nouveau médium, savoir comment ça allait, tout était à faire, tous les développements, tout ce que ça allait pouvoir engendrer dans la société. Et puis on le voit aujourd'hui, 25 ans après, toutes les conséquences de cette innovation qui a été hyper rapide, quoi. Et après, ça a toujours été, oui, l'aventure, le défi. Après, j'ai bossé dans des boîtes en crise, ou en restructuration, ou dans un ministère où là, c'est l'ébullition, permanente. Donc oui, c'est vraiment, faut qu'il y ait un espèce de challenge, mais court terme. Je suis plutôt quelqu'un qui arrive pour quand il y a un problème ou qu'il y a une action un peu forte à mettre en œuvre. Je suis pas quelqu'un qui va être en capacité de rester 10 ans dans la même entreprise. Je m'ennuie vite. Donc c'est plutôt entre 2 et 5 ans, c'est ma période d'activité. Après, je commence à m'ennuyer, donc j'ai besoin toujours d'être dans des cycles professionnels pas tumultueux, mais en tout cas énergiques. Et quand tu me racontais ton parcours, il y avait, j'ai un côté, les mots qui me viennent. Alors tu l'as dit bien sûr, aventurière, et puis il y a défricheuse qui me vient, pionnière. En fait, je le fais, c'est naturel, c'est pas quelque chose que je cherche à faire. C'est naturellement, les idées viennent à moi. Après, c'est ma façon de voir le monde qui est comme ça, mon intelligence qui est faite de cette façon par association d'idées. Et j'ai quand même fait une formation de sociologue. Je suis sociologue de formation, donc c'est de la prospective. Donc on s'intéresse quand même à l'ère du temps, à les innovations. L'innovation, c'est dans l'ère du temps. Il faut la capter. Je regardais récemment un documentaire sur l'INA qu'avait réalisé Barjavel de prospective. Et c'est la société aujourd'hui de 2020. Et ça date milieu du 20e, je sais pas, 1945, 47, je crois, le reportage est vu sur l'INA. Donc les innovations, elles sont dans l'ère du temps, dans l'air qu'on respire. Il faut juste faire la connexion entre les différents éléments qui s'invitent à nous, quoi. Donc je pourrais entendre que tu es une intuitive. Ouais, très intuitive, et puis oui, je m'intéresse à l'innovation, à la nouveauté. Et donc dans ton parcours, c'est ce que tu as été amené aussi à mettre en place dans pas mal de... À chaque fois, souvent, comme j'ai bossé dans l'Internet au tout début de ma carrière, il y a quand même longtemps, dans les années 90, milieu des années 90, j'ai acquis des compétences à cette époque-là, maintenant c'est un peu différent, qui faisaient que j'avais un profil un peu atypique, à la fois littéraire et technique. Donc du coup, ça m'a permis de pouvoir intégrer des entreprises qui démarraient dans le numérique, dans leur stratégie. Donc du coup, soit dans le numérique pour la stratégie managériale, soit le numérique comme nouveau socle de développement business. Donc à chaque fois, il y avait une problématique numérique et c'est pour ça que j'arrivais toujours dans des entreprises en transformation en fait. Avec ce fil rouge sur le numérique, effectivement. Ouais, le numérique, numérique management, ouais, gestion de projet, développement et mise en œuvre de projets en lien avec le numérique. Ou la RSE, ce genre l'innovation, quoi. Et donc,
toi, tu as monté ta première start-up, Les Potageurs, à 44 ans. Ouais. Déjà, pourquoi à ce moment-là ? En fait, c'était le bon moment. C'était un peu maintenant ou jamais. À la fois par l'âge, justement, c'était un peu le dernier moment parce que si je foirais mon coup, ça me laissait 4-5 ans pour me retourner. J'arrivais à la cinquantaine, donc c'est encore jouable de retrouver un poste à peu près à responsabilité équivalent sur la Côte d'Azur. Et puis je me sentais mature, prête. J'avais une bonne connaissance de l'entreprise et de son organisation. Alors, être cadre de direction d'une boîte, c'est pas être patron d'une boîte, ce sont deux choses différentes. Mais j'avais quand même une très bonne connaissance de l'organisation d'une entreprise, le management, la structuration financière, les contraintes. Enfin, j'avais une bonne vision globale de la gestion de la structuration d'une entreprise. Donc, je me sentais prête et j'avais envie de mettre ma patte à moi, de créer ma propre entreprise avec ma vision du monde, défendre des valeurs qui soient en phase avec ce que je ressens moi et ma façon d'appréhender le monde. C'est pour ça que j'ai monté cette boîte d'agriculture urbaine. Donc, c'est quoi Les Potageurs alors ? Les potageurs, donc c'est une boîte d'agriculture urbaine. On crée des potagers sur les toits, les terrasses en pleine terre. Donc nos clients, c'est principalement les promoteurs immobiliers. On crée dans les nouveaux programmes immobiliers dès la conception l'espace qui sera dévolu au maraîchage ou au potager, à la création des potagers. Donc c'est surtout pour les espaces de vie collectifs, quoi, les communs. Au lieu de mettre des jardins ornementaux, mais des jardins productifs, ce qui permet aussi d'avoir une rentabilité sur le végétal. Et à la fois c'est joli, ça reste joli comme de l'ornemental et en même temps c'est productif, donc c'est aussi intéressant pour les résidents de ces copropriétés-là parce qu'ils ont une partie de leurs légumes, pas tout, c'est pas envisageable vu les surfaces disponibles, mais ils ont au moins une partie de leur production qui pousse en bas, de leur alimentation qui pousse en bas de chez eux, donc c'est quand même privilégié. On l'a vu pendant le Covid, les gens, on a été énormément contactés par les gens qui nous demandaient des légumes, et donc je pense que ça a eu aussi une prise de conscience de l'importance d'être en capacité de se procurer des produits frais facilement. Et puis c'est vraiment une entreprise qui a du sens, qui correspond à tes valeurs. Ouais, on est vraiment, c'est un métier de base, quoi. Il y a pas plus, pour moi, il y a peut-être 3-4 métiers de base, l'alimentation, construire une maison, produire des vêtements, quoi. C'est les 3 choses de base dans l'absolu dont on a besoin. Et l'alimentation, on aura toujours besoin de se nourrir. Et en circuit court, on bosse tout est tracé, tout est bio, bien évidemment. Quand on utilise du bois, il est certifié FCP. On est vraiment dans une volonté c'est de l'artisanat, quoi. On est vraiment sur la cohérence en circuit court le plus possible. Et donc, dans cette nouvelle aventure, en tout cas que tu as commencé à 44 ans, puisque tu disais que pour toi, c'est le bon moment, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? La prise de risque. La décision, c'est de prendre la prise de risque financière parce que quand tu es un bon petit cadre de direction, t'es en routine, t'es en confiance sur tes compétences, tu gagnes très bien ta vie. Du coup, monter une boîte, c'est un risque financier qui est certain parce que tu remets en cause ce que t'as mis en œuvre pendant 25 ans à construire ta carrière, enfin 20 ans, ta carrière et voilà, j'ai généré un salaire et des revenus qui te permettent d'avoir une vie tranquille. Tu remets ça un peu en cause en montant ta boîte. Enfin, pas un peu. Tu le remets complètement en cause quand tu montes ta boîte. T'es jamais garanti que cela fonctionne. Même si ton idée c'est la meilleure du monde, si tu es pas en capacité de la mettre en œuvre, ça fonctionnera pas. Donc ça a été pour moi la réflexion, elle était sur le côté financier. Est-ce que je prenais le risque? Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants, donc du coup il y avait aussi ça. T'es pas toute seule à devoir t'assumer financièrement. Faut assumer derrière les enfants, les études, etc. Donc le risque financier pour moi ça a été le truc qui m'a fait énormément réfléchir. J'avais pas de doute sur l'envie, sur ma capacité à pouvoir mener le projet à bien d'un point de vue formel. C'était plus d'un point de vue du développement financier. Et du coup, tu as décidé de pas y aller toute seule ? Alors, en fait, financière, j'y suis pas allée toute seule au départ, pas pour des raisons financières, mais parce que j'avais besoin de me rassurer sur mes compétences.
Ouais, tu me parlais d'un sentiment d'illégitimité. Oui, c'est au tout ça, début. parce que au début, c'est une anecdote que je raconte. J'ai les créateurs du collectif Nice Startup, c'est la French Tech Côte d'Azur sur le territoire de Nice Métropole. Quand ils sont venus me voir pour que j'intègre le collectif avec eux, ma boîte elle était montée depuis 2 semaines. Alors je voulais pas y aller parce que je me disais mais vous avez pas besoin d'une personne comme moi dans votre collectif. Je suis chef d'entreprise depuis 15 jours. J'ai eu une expérience proche du degré zéro, donc il n'y a pas d'intérêt. Et ils m'ont dit, mais non, au contraire, viens, c'est justement pour que des gens comme toi qui démarrent puissent se retrouver entourés et récupèrent les bons tips pour bien développer leur boîte. Donc au début, je me sentais pas, c'est toujours la même chose, il y a toujours ce doute, puis je crois que c'est assez féminin dans la carrière professionnelle, ce sentiment d'illégitimité. On dit aussi l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, etc. Donc moi, je me suis surtout associée pour me rassurer. Me rassurer. Alors, sur les 2 associés, un des associés, c'était plus pour la partie financière qui est pas mon fort, la gestion financière de l'entreprise. Et l'autre associé, c'était pour travailler plus sur le cœur de métier. Comme moi, je démarrais, j'avais besoin de quelqu'un qui soit un peu un superviseur sur la partie cœur de métier production maraîchère, parce que j'avais une petite expérience, pas une grande expérience. Donc, je préférais m'entourer de quelqu'un qui ait plus de légitimité sur la production que moi. Et donc, qu'est-ce que ça t'a permis justement tu t'es senti quoi, plus solide? Ça t'a donné des ailes pour des choses que tu pensais pas? Ça m'a permis de me concentrer sur l'essentiel, de pas perdre de temps, parce que moi, mon boulot principalement dans la boîte, c'est le développement commercial et la com. Donc du coup, ça m'a permis de me tranquilliser sur toute la partie gestion financière, administrative, les papiers, les TVA, tous ces papiers, toutes ces choses-là. Et ça m'a permis de déployer mon énergie pour le développement commercial, la com et aussi la mise en production. Parce que moi, j'ai fait ce métier parce que j'en avais marre d'être derrière un bureau toute ma carrière. Quand on fait de l'internet, on est principalement derrière un écran longueur de journée. J'en avais marre. J'avais envie d'avoir une vie dehors, d'avoir une vie professionnelle, en extérieur. J'adore faire du jardinage, donc j'avais envie de lier aussi un de mes centres d'intérêt avec ma vie professionnelle. J'avais envie des 2, une vie professionnelle en extérieur et une vie de bureau, parce que j'aime bien le travail intellectuel de conception des jardins. J'aime cette partie-là, et j'aime aussi la partie mise en œuvre, d'aller jusqu'au bout en fait. Et le fait que ce soit un projet qu'on disait tout à l'heure de base, je trouve ça gratifiant, moi. En tout cas, pour moi, c'est gratifiant. Et ce que j'entends, c'est que donc toi, tu t'es mis en capacité de t'entourer de gens qui te permettaient aussi, toi, de te concentrer sur tes talents à toi. C'est ça, parce qu'en fait, même si on est expérimenté professionnellement, même si on a une belle carrière et qu'on a fait un beau parcours, on n'est pas omniscient. Il y a un moment où il faut avoir conscience de ses faiblesses, de ses forces, de ses compétences. Et une fois qu'on a conscience de ses faiblesses, il faut chercher à les compenser, et en s'associant avec des gens qui viennent compenser nos faiblesses ou nos manquements, quels qu'ils soient, dans le domaine professionnel. Donc du coup, c'était vraiment pour moi cette approche-là, m'entourer des gens qui vont compléter mes limites, quoi. Et donc, c'est de la sagesse, j'appelle ça de la sagesse. Oui, c'est avoir conscience vraiment de ses limites. Oui, c'est ça. Okay. Et puis, c'est je pense, le fait d'être plus mature, d'avoir une belle expérience de vie et professionnelle. On sait là où on est bon, là où on est mauvais. Et il y a aussi ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais on est bon. Et il y a des choses qu'on sait pas faire et qu'on aimerait bien faire, et peut-être pour lesquelles on a les talents et les capacités. Il faut juste qu'on les découvre. Donc du coup, moi, c'est plutôt de l'optimisation et c'est de la tranquillité cérébrale aussi. C'est-à-dire que une fois que tu as conscience de tes faiblesses et que tu te dis ça, de toute façon, c'est pas fait pour moi, je sais pas, j'y arrive pas. C'est aussi une façon de te dégager l'esprit pour te concentrer sur autre chose et assumer ses faiblesses. Je trouve que c'est plutôt c'est valorisant. Ouais, c'est un signe de puissance. C'est un signe de puissance, oui, exactement, ouais, parce que tu sais que tu as suffisamment de force par ailleurs pour compenser tes faiblesses ou trouver des solutions. Ta force donne la capacité de trouver des solutions pour tes faiblesses, quoi.
Donc tout ce que tu dis, on pourrait dire que c'est les clés de la réussite d'une entrepreneur senior, c'est-à-dire être en conscience de ses carences, ses compétences et ses ressources, parce qu'en fait, à cet âge-là, on se connaît mieux. On se connaît mieux, donc on est en capacité de vraiment, si on est vraiment honnête envers soi-même, on sait exactement ce qu'on est capable de faire et pas faire, et ce qu'on aime faire et pas faire. Donc, faut être capable d'assumer ses faiblesses, quoi. Ouais, d'assumer qui on est, et puis comme ça, ce qu'on disait, ça va plus vite aussi. Hein. Ça va plus vite. Le fait que tu maîtrises toute une partie, tout un pan des compétences nécessaires pour développer la boîte, tu sais que tu vas beaucoup plus vite, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Donc il y a certaines choses où pour moi c'est vraiment facile à faire. Le commercial, par exemple, ça a été quelque chose de plus difficile à faire pour moi. Mettre en œuvre la stratégie commerciale, aucun problème. Monter les supports de com, angler la com, aucun problème. Faire toute l'avant-vente, je sais super bien le faire, mais toute la finalisation de la vente et dire ça vaut ça et vous allez me donner ça, ça a été un truc, et c'est un sujet sur lequel je travaille encore. Donc c'est important d'être en capacité de connaître ses limites, parce que c'est le développement de la boîte et du projet qui est mis en péril si on n'est pas capable d'être honnête, quoi, envers soi-même du moins. Donc repérer ses blind spots, c'est important. Donc aujourd'hui, tu es vice-présidente de la French Tech et aussi présidente de Nice Startup. Pourquoi toi ? Alors, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est la bonne personne au bon moment, et en même temps, c'est des rencontres. On reparlait des rencontres, c'est aussi des rencontres. Vous rencontrez parfois des gens, je parlais de Nice Startup, du collectif Nice Startup qui est venu à moi, et plus particulièrement Cédric Messina, qui est un chef d'entreprise connu sur la région, qui est le fondateur de MyCoach, qui est très impliqué à l'initiative de la French Tech Côte d'Azur. Et Cédric, que j'avais rencontré précédemment dans ma vie professionnelle chez Nice Matin, a su que j'avais créé ma boîte, et c'est lui qui m'a fait venir dans ce collectif. Il m'a dit on n'a pas de nana, faut que tu viennes. Il est à fond pour la parité, donc il me dit il faut vraiment qu'il y ait des femmes qui commencent à rentrer dans le collectif pour féminiser le collectif. Donc viens avec nous. Et c'est là ce que je te racontais tout à l'heure. Ouais, mais moi je suis chef d'entreprise depuis 15 jours, et c'est comme ça que je me suis embarqué dans Nice Startup. Et ils m'ont fait venir. Ils m'ont embarqué parce que j'avais une très bonne connaissance de la tech et un très bon réseau. C'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure Nice Startup, où je suis toujours et où aujourd'hui je suis présidente, quoi. Pourquoi je suis présidente de Nice Startup ? Parce que je connais le collectif pratiquement depuis l'origine, je suis membre depuis l'origine, et quand on en discutait avec d'autres membres du conseil d'administration, j'étais la personne au bon moment, au bon endroit. J'étais la meilleure personne de notre collectif à ce moment-là pour reprendre le collectif. Ce qui veut pas dire que je serai encore la bonne personne dans 6 mois ou 1 an et demi. Donc là, j'ai encore des petites missions que je me suis fixées avec Nice Startup. Donc on va continuer à avancer avec Nice Startup. Pour la vice-présidence de la French Tech Côte d'Azur, c'est un peu différent. Chaque association de territoire, il y a 4 associations de territoire, ont chacune 3 représentants issus des associations. Donc de Nice Startup, il fallait donc 3 représentants, et il fallait renouveler une personne. Et donc on commençait à s'interroger sur la personne qu'on allait mettre de chez nous. Et je me suis levé un matin comme ça, un samedi matin, je réfléchissais à tout ça, et j'ai appelé les gars de l'équipe, César Camille et Cédric Messina, et je leur ai dit mais en fait moi j'ai envie d'y aller, il n'y a pas de femmes, moi je vais y aller et on va féminiser cette French Tech et on va lancer des projets. Et les gars m'ont dit mais et bien sûr et bien évidemment on n'y a pas pensé non plus, mais ouais, super idée, quoi. Tous les gars étaient d'accord aussi avec ma candidature, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée vice-présidente de la French Tech Côte d'Azur. C'était important pour moi parce que j'étais la seule fille, la seule femme sur 12 élus au conseil d'administration. Et du coup, on a lancé des opérations avec Cédric Messina, puis avec César Camille, de féminisation de la French Tech. Donc à la fois, notre première action a été de créer le palmarès des femmes de la French Tech Côte d'Azur, qui est un palmarès qui distingue 10 ou 20 femmes, selon les années, qui œuvrent dans l'écosystème de l'innovation et de la tech sur la Côte d'Azur. Donc ce sont soit des entrepreneuses, des chercheuses, des journalistes, des femmes impliquées dans le milieu associatif, bref,
des femmes qui œuvrent pour l'innovation et le numérique, mais qui n'ont pas forcément de visibilité. Donc c'est une façon de les mettre en image et qu'elles puissent être des rôles modèles pour d'autres qui vont se dire bah ouais, elle l'a fait, alors pourquoi pas moi, je suis pas plus conne qu'elle, ou pas moins, j'ai tout autant les qualités, ou j'ai moi aussi des qualités pour pouvoir me lancer et entreprendre dans ce secteur d'hommes. Donc ça va faire bientôt 2 ans que je suis élue. Mon mandat se termine au mois de mai. Depuis, on a donc lancé ce trophée, ce palmarès des femmes de la French Tech Côte d'Azur. On en a fait 2. On a lancé aussi tout un programme d'accompagnement destiné aux femmes chefs d'entreprise. On le sait, les études le montrent, les soft skills, entre hommes et femmes sont complètement différentes dans la gestion d'une entreprise. Et les entreprises et les femmes s'auto-censurent. Donc l'idée, c'était de créer un programme qui reprenne les faiblesses, comme on va dire, identifiées par les nombreuses études faites sur tous les continents sur le peu de femmes dans l'entrepreneuriat, et de dimensionner, on l'a fait avec Delphine Garcia de Rise Partner, et de créer un programme dédié entièrement à l'entrepreneuriat des femmes. Donc, on a monté ce programme pour que les femmes soient encore plus performantes, parce que c'est complètement injuste. Je vais faire mon Calimero de la femme, mais la société entrepreneuriale est complètement injuste, parce que les entreprises fondées par des femmes qui fonctionnent sont des entreprises qui sont financièrement beaucoup plus rentables, qui traversent beaucoup moins de chaos, qui sont beaucoup plus stables, avec un meilleur management. Et malheureusement, ce sont les femmes qui ont le plus de difficultés à lever des fonds et à financer leurs entreprises. Donc il y a encore tout un tas de leviers à faire sauter, de portes à déverrouiller. Alors, d'un premier point de vue, c'est les femmes qui doivent, pour moi, prendre les places et dans les différents organes, dans les différentes instances et dans l'entrepreneuriat, faut y aller, faut oser. Et c'est pas forcément les femmes contre les hommes, ça peut être aussi les femmes avec les hommes. C'est ce qui se passe dans ma carrière. Moi, je me suis toujours retrouvée à travailler avec des hommes qui m'ont toujours soutenue. Bien sûr, j'ai rencontré des fiefs et connards, mais comme tout à chacun. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup d'hommes avec qui j'ai pu avancer professionnellement en parfaite équité, égalité. Lorsqu'on laisse tout au niveau professionnel, et ben il y a plus de questions de genre qui se posent. Et aussi, il y a pas, en faisant les choses, en faisant les choses ensemble. Et aussi, des choses importantes, c'est le positionnement aussi des femmes par rapport aux hommes. Et je suis mère de famille et mère d'un fils, et je suis aussi très attentive à la façon dont j'élève mon fils. Parce qu'on a tendance à reproduire malgré nous ce schéma-là. Donc oui, il y a la notion de les femmes, il faut vraiment se prendre en main. On peut pas reprocher aux hommes. J'étais la dernière fois à la présentation des vœux aux forces économiques de Christian Estrosi, et sur le plateau, il y avait que des hommes. Alors j'étais avec d'autres femmes que je connais du monde économique et qui me disaient ouais, faudrait qu'on fasse quand même quelque chose. Regarde, il y a encore que des hommes. Mais on peut pas leur reprocher s'il n'y a pas de femmes qui y vont. Donc c'est aussi, je pense, aux femmes de se mobiliser pour avoir les postes, et on va arriver à une parité. Et c'est ce que tu disais quand j'entends que c'est toi qui t'es levé en me disant c'est moi qui vais faire le truc. Enfin, je me positionne pour justement prendre la vice-présidence. Ouais. Et ce que je pourrais entendre, c'est que tu étais tellement aligné avec ce que tu posais, c'est qu'il n'y a pas eu de doute. C'est-à-dire en face, ça a été oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah ouais, les gars, ils m'ont dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? C'était une évidence pour eux. Donc effectivement, il y a à la fois, comme tu disais, combattre ce sentiment d'illégitimité. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes, et à des niveaux évidemment, mais même en C-level, on est aussi sur les femmes, tant qu'elles n'ont pas coché toutes les cases, elles se disent c'est pas possible. Les hommes, ils ont 60% du poste, c'est OK. Les 40% qui restent, c'est pas grave. On va apprendre en marchant, etc. Nous, on a ce côté... Est-ce que je vais être capable ? Voilà, il y a ce côté risque quand même qui est très, très affûté chez la femme, alors que l'homme, à la limite, c'est du challenge. C'est plus du risque, ça devient du challenge. Donc, ils y vont. Et effectivement, comme tu dis, c'est comment nous, on s'autorise, à sortir de l'invisibilité, parce que... et ça, je peux le comprendre. À parcours égal, tu vas plus avoir envie de nommer
à un poste quelqu'un que tu as déjà vu, qui fait de l'auto-promo, qui sait se brander, etc., que quelqu'un où à la limite, tu sais même pas si exactement il a les bonnes compétences, etc. Donc ça dépend de soi. Et c'est comment, oui, moi je prends les rênes de ma vie, comment je me positionne, comme tu l'as fait, comme une évidence. Et comment j'influence, en fait. On est vraiment sur l'influence. Et les hommes, ils ont cette habitude-là de C'est l'éducation, hein. C'est l'éducation, c'est la société, c'est l'éducation. C'est pour ça que je parlais de mon fils et de la façon d'élever ses enfants. C'est beaucoup une question d'éducation, y compris nous. Hein. Nous, personne nous a formellement interdit de demander une augmentation. Mais on va pas oser, on va attendre qu'on nous le propose. C'est l'éducation, c'est la femme dispose, ouais. C'est l'homme propose, la femme dispose. C'est encore dans ce schéma-là un peu, quoi. Ouais. Et toi, donc qu'est-ce qui est important pour toi ? On a commencé à en parler, mais qu'est-ce qui est important vraiment pour toi aujourd'hui de faire passer comme message justement en tant que présidente de ces organisations ? Bah, faut y aller, faut pas avoir peur de vouloir se positionner et de défendre sa vision du monde. C'est pas, alors je dis le terme défendre, du coup ça veut dire qu'on est attaqué, mais c'est pas attaquer, c'est de défendre ses valeurs, d'être aligné avec son propos, son discours, dire ce que l'on pense et l'assumer, et ça passe. Enfin. Et c'est ce que tu disais aussi, parce que je pense que, enfin, j'ai lu dernièrement une formule que j'aime bien, qui est parce que je me vois pas du tout moi comme une féministe ancienne version, et on parle de féministe autonome. Et donc j'aime bien cette idée, tu vois, de et de se positionner plutôt que de se positionner comme tu disais comme contre, comme ça a été beaucoup fait. C'est plutôt avec. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Sinon, de toute façon, il reste quand même beaucoup, et en majorité des boîtes qui sont tenues par des hommes avec des codes d'hommes. Et il y a du bon là-dedans aussi. Donc c'est comment on comprend ce qui est bon, ce qui nous manque peut-être à nous, c'est-à-dire pareil, voilà, arriver à se mettre en avant, à se montrer, et comment on fait avec ça. Et comment eux, si on est avec, ils seront beaucoup plus aussi ouverts. Parce que je peux comprendre aussi des hommes qui peuvent flipper en se disant, par exemple, il y a une femme qui est nommée au CODIR, oh là là, comment ça va se passer ? Je vois pas, c'est ce que, je sais pas, on va peut-être en parler plus tard, mais c'est ce qu'on évoquait quand on a préparé cette interview, c'est, faut replacer ça au niveau professionnel. Donc pour moi, au niveau professionnel, le genre, on s'en fout. C'est quelles compétences tu as, en quoi tu es capable, qu'est-ce que tu sais faire. Que tu sois un homme, une femme, ça a peu d'importance, sauf dans des métiers, bien sûr, où la force ou des choses comme ça entrent en œuvre. Mais dans tous les métiers intellectuels, il n'y a pas forcément le genre entre pas en cause, quoi. Hein. Donc c'est pas se positionner en tant que femme au sein de l'entreprise, mais en tant que porteuse de compétences, porteur de compétences, quoi. Oui, et puis aujourd'hui, alors avec les peut-être des ancienne génération, il y a quand même quelque chose d'un peu stigmatisant. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont une sensibilité qui est ultra développée, et c'est complètement OK, et ça leur amène aussi des richesses. Et puis il y a des femmes qui ont des drives super assumés aussi, et du coup c'est très intéressant. On est de moins en moins stigmatisé, mais comme tu disais, je pense que ça part de nous, quoi. C'est comment on sort d'espèces de clichés. Et il y a aussi des clichés qui sont liés à l'âge, et on est là aussi pour en parler. C'est-à-dire, à partir de 50 ans, à quoi tu es censé ressembler ou plus ressembler. Oui, ou plus être, ou ne plus faire. Donc c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, il y a différents, évidemment, passages. On peut employer le mot crise, mais on peut aussi employer le mot passage. Hein. Ouais. Donc, la vie, c'est l'impermanence. Hein, voilà, c'est ça. Et t'as, la trentaine, c'est tu quittes la dépendance et tu commences à prendre ta place, et tu rentres dans la vie d'adulte et tu t'ancres dans le réel. À 40 ans, tu es c'est plus, tu vas rechercher la maîtrise de ton royaume extérieur, c'est-à-dire comment tu poses tes choix, comment tu trouves ton autonomie. Et puis à 50, tu commences à regarder ton royaume intérieur, et donc qu'est-ce que je vais réellement encore pouvoir accomplir
Ça peut être une libération, et puis c'est aussi, voilà, qu'est-ce que j'accomplis vraiment pour moi. Donc toi, tu es en plein passage de cette cinquantaine. Qu'est-ce que te dit cette période? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se modifie? Qu'est-ce qui s'affirme? Bah, c'est toujours un peu un choc. Quand même, 50 ans, c'est un demi-siècle, donc c'est pas anodin. En même temps, j'adore, je trouve ça très élégant, siècle. J'aime bien dire ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça un beau mot. Depuis longtemps, j'ai conscience de la fin de la vie. Et du coup, pour moi, je vois la vie comme une grande aventure, et c'est un peu c'est un peu pas le dernier gong, mais c'est un peu une alerte, une petite sonnerie. 50, attention, demi-siècle, donc tout ce que tu as envie de faire, le chrono, il est enclenché dès que tu nais, mais là, on est passé en vitesse supérieure, c'est que là, les années, elles vont défiler très vite. Donc du coup, la vie, c'est comme une sorte de rétro-planning, tu connais pas la date de fin, donc du coup, tout ce que j'ai envie de faire encore, et aussi à la capacité physique, tout ce que tu sais pas si dans 5 ans tu fais pas un AVC, une maladie, n'importe quoi qui t'empêche. Donc du coup, c'est tout ce que j'ai envie de faire et que j'ai pas encore fait, comment que je vais pouvoir le planifier dans ces 15, 20 dernières années qui me restent à vivre. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est plutôt la construction des envies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, que j'ai pas encore pu réaliser ou mettre en œuvre. C'est pas réaliser, c'est mettre en œuvre. C'est toutes les aventures, toutes les expériences que j'aimerais avoir ou vivre, que j'ai pas eu encore l'occasion de faire et qui me tiennent vraiment à cœur. C'est ça Alors, en même temps, ça fait un peu flipper, c'est un peu stress, c'est un peu dire, oh putain, c'est bientôt la fin, mais je préfère avoir conscience de la fin et de me dire que ouais, j'aurais quand même bien profité, vécu toutes les choses que j'avais envie de vivre. Au moins essayer. Ouais, il y a quelque chose de l'accélération, hein, qui se met en place. Et puis tu me disais aussi, il y a un truc qui te gonfle, c'est le mythe du jeunisme, avec rattraper un truc irrattrapable, et que toi, tu avais envie d'être une vieille belle. Ouais, en fait, je suis un peu désœuvrée par la pression que se mettent elles-mêmes, hein, souvent les femmes, par rapport à leur physique et à la pression de l'âge, la chirurgie esthétique, le botox, enfin, je trouve ça délirant qu'on en arrive à une sorte d'uniformisation des physiques et des femmes. Même on a beau faire toute la chirurgie esthétique qu'on veut, on a l'air d'une femme vieille refaite. Je suis désolée. Le cou, ça change pas, les mains, ça change pas. Hein. Donc moi, je préfère. Et puis j'ai envie de voir quelle vieille je vais être, quoi. Donc j'ai envie de voir la vieille que je vais être, et j'ai envie d'être une belle vieille, pas une fausse vieille jeune qui ressemble à tout le monde. Donc non, pour moi, c'est important on a 50 ans, c'est comme ça. Hein. Je préférais le physique que j'avais peut-être quand j'avais 25 ans, mais j'aurais plus jamais 25 ans, c'est fini ça. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire sur quoi tu peux avoir une maîtrise, et puis sur quoi c'est important de lâcher, parce que sinon tu vas être malheureux à chercher quelque chose. Ça reviendra jamais, c'est chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, tu vieillis. Donc si tu commences à regarder, si t'en es encore à penser que c'est ton physique qui va te rendre heureux, enfin, c'est pas tout à fait comme ça que ça se danse. Que t'as beau faire toute la chirurgie que tu veux, t'as quand même 50 ans. Donc ça changera pas. Donc je trouve je trouve ça attristant, en fait. Et donc, au niveau de tes conseils, je t'avais demandé qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour percer en tant que femme dans la tech, et tu m'as dit, en fait, je vais te répondre par rapport à tous les secteurs. Donc, ce serait quoi les... Oui, je pense qu'il n'y a pas de frontière. Réussir dans la vie professionnelle, quel que soit le domaine, c'est un peu pareil. Donc, pour moi, ça change pas grand-chose. Il y a un élément que je te citais déjà tout à l'heure, c'est voir le boulot comme une mise en valeur de ses compétences, et on met en œuvre ses compétences. On n'est pas là pour regarder si tu es une femme ou un homme. On est là vraiment, est-ce que tu es en capacité de faire ce pourquoi tu as été embauché dans cette boîte? Ça, c'est la première chose. Quand on est une fille, avoir de la répartie. Et effectivement, dans la tech,
travaillez votre répartie, les filles, pas se laisser emmerder, quoi. Quand on vous parle mal ou on s'adresse à vous d'une manière avec un humour graveleux, etc., faut pas avoir peur Poser ses limites. de poser les limites. Moi, je le fais sur le même ton que les hommes et je leur renvoie leurs blagues façon féminisme. Je vais inverser les postures. Du coup, ça les choque. Je dis, mais quand ils sont choqués, mais quand c'est toi qui me le dis, c'est pas choquant. Et quand c'est moi qui le féminise, là, c'est choquant. Donc, mais c'est sûr, quand on démarre, quand on est une petite jeune, et c'est moins facile. Et puis moi, c'est vrai que je suis grande, donc ça, physiquement, ça en impose plus que quand on fait 1m60, c'est sûr. Et donc la répartie, et je sais. Et tu m'avais dit, demande-toi comment un mec verrait les choses. Pour moi, c'est un jour, c'est des copains à moi qui sur on en parlait tout à l'heure, on l'abordait sur quand on propose un poste à une femme et on propose un poste à un homme. Un mec, lui, il est là, ouais, super, je suis trop fort et tout. Et la femme, c'est, est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais être capable? Et comment je vais gérer mon planning? Et la fille se pose plein de questions. Alors que le gars, il va dire, ouais, je prends le poste et en plus, je veux une voiture de fonction. Et si, et ça, et ça. Alors que la fille, tout juste, elle dit à peine, elle dit merci d'avoir pensé à moi. Donc, je pense que le fait de temps en temps de se dire, ah ouais, mon collègue masculin, lui, il ferait comment? Et du coup, ça permet de revoir un peu sa posture. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, on a plein de choses à apprendre des hommes. Ah mais bien sûr. Enfin moi, j'adore les hommes. Hein. J'aime bien. J'adore travailler j'ai beaucoup travaillé dans la tech, forcément dans des milieux principalement masculins. Parfois, on était 3 filles dans une équipe de 50. Hein. Donc j'ai l'habitude. Moi, j'aime bien travailler avec les hommes. Je trouve ça super. La plupart des hommes, ça se passe bien. En fait, on parle toujours, on a l'impression qu'on est les hommes, mais c'est en fait une minorité d'hommes qui se comportent comme des connards. Une grande partie se comporte quand même vraiment bien. Donc, le truc, c'est ça, c'est pas se penser comme une fille, c'est aussi pour les bons et les mauvais côtés. Moi, j'ai bossé avec des femmes que je détestais parce qu'elles avaient une attitude hyper sensuelle, érotique, tout était misé sur la séduction, parce que forcément c'est le fonctionnement animal homme-femme, et je trouve ça déplorable de tout miser sur le physique dans le cadre de l'entreprise, ou en tout cas d'utiliser grandement son physique dans l'entreprise. C'est pas non plus très respectueux envers la femme, et y compris envers l'homme d'ailleurs, hein. Donc ça n'est pas pour autant nier sa féminité et devenir une femme, adopter les codes masculins, que ce soit dans l'habillement, le comportement, mais c'est trouver le juste milieu pour être bien tous ensemble, quoi. Du coup, est-ce que tu as choisi, parce que tu m'en avais donné plein, des femmes de 50 ans qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore? Oui, alors moi mes références, c'est un peu bateau de dire ça, mais ça reste des références familiales, quoi. Ma grand-mère et ma tante, depuis mon enfance, sont des femmes qui m'ont inspirée. Donc j'ai toujours pris exemple sur elles et sur le discours aussi. Qu'est-ce qui t'a inspiré particulièrement? Ma grand-mère, ça a été toujours de me pousser en tant que fille. Et les études, et tu peux réussir autant qu'un homme, les études, l'autonomie, c'était vraiment un sujet, c'était important pour elle. Elle me faisait toujours plein de lire des biographies de femmes qui avaient réussi dans la vie, etc., etc. Donc ma grand-mère, c'était vraiment et puis l'aventure. Ma grand-mère, c'est une femme d'aventure qui gérait sa famille, etc., et qui m'a toujours dit tant qu'on t'a pas dit non, c'est que c'est peut-être oui. Donc du coup, ma grand-mère m'a toujours énormément inspirée. Depuis, on était très proches, hein, et on se ressemble beaucoup physiquement en plus et tout ça. Donc ma grand-mère m'a toujours inspirée, et ma tante aussi, parce que c'est une femme libre qui a toujours mené sa vie autonome, etc. Et c'est vraiment 2 femmes qui m'ont inspirée. Alors j'ai aussi plein d'autres femmes ou d'hommes d'ailleurs qui m'ont inspirée dans ma vie, mais c'est les 2 femmes c'est le démarrage, quoi. Et alors, on va rester dans la famille, parce que tu m'as partagé ce que te disait ton grand-père paternel. Ouais, ma grand-mère et ma tante, c'est côté paternel aussi. Et j'en ai fait mon verbatim, mon mantra, ouais. Où aller, comment aller, par où aller. Mon grand-père, j'ai vécu avec mes grands-parents une partie de mon enfance. Et mon grand-père me disait toujours, Nathalie, où aller, comment aller, par où aller, réfléchis. Et une fois, et je trouve qu'en fait, c'est un peu bête, hein, mais je trouve que ça s'applique à tout. À tous les domaines. Où aller, c'est où j'en suis moi.
Qu'est-ce que je veux vraiment? Ok, on me propose ce poste, par exemple. Est-ce que je veux vraiment ce poste? Pourquoi? Comment je vais faire? C'est pas la même chose si on va à Nantes à pied, en bateau, en avion. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment cette phrase, et je trouve qu'elle fonctionne dans tous les domaines de la vie. Et c'est un truc que quand je suis un peu perdu ou je sais pas trop quelle décision prendre, je repense à ce petit mantra de mon grand-père, et je trouve que ça permet de bien remettre les choses en perspective, ou au moins à la base, quoi. C'est ta boussole. Tu es hyper, je te trouve très énergétique. Hein. Quel est ton secret? Je suis quelqu'un de toujours joyeux, assez heureux. Je suis quelqu'un de positif. Mais comment tu alimentes cette joie en fait et ce positif? Je vois toujours le bon côté des choses. Je vois toujours les solutions, jamais les problèmes. Je suis optimiste, quoi. J'ai un caractère naturellement optimiste. Je suis assez joyeuse, assez heureuse naturellement. Et j'ai vécu des situations très difficiles, très jeune. Et dans l'adversité, il y a toujours des solutions. Rien n'est complètement sombre, et il y a toujours des possibilités qui s'offrent à nous, quelle que soit la galère. On voit même des gens qui ont vécu des trucs vraiment difficiles. Je pense au camp de concentration, ces choses-là. Mon grand-père avait fait 50 camps. Il me racontait comment il vivait ces années de camp pour survivre. Ils ont survécu, ils ont vécu des super moments malgré tout dans cette horreur. Donc je pense que oui, il y a toujours une face. Ouais, c'est une tournure d'esprit. Quand il pleut, je me dis c'est cool, les plantes vont être arrosées. Quand il pleut pas, je me dis chouette, il pleut pas. Il y a du vent, le linge va sécher. Enfin, je sais pas, j'ai toujours il y a des avantages à toute chose, mais il faut juste les voir. C'est une question de prisme. C'est de positionnement. Après, je fais pas beaucoup d'efforts, c'est naturel. Ouais, mais ce que j'entends, c'est que c'est peut-être naturel, mais en tout cas, tu sais l'alimenter aussi. Parce que tu as vécu des choses quand même lourdes. Et puis, tu décides quand même de suivre ça, parce que tu pourrais te laisser aspirer aussi. Ah oui, je suis pas non plus toujours hyper heureuse, tout va bien. J'ai des coups de déprime, je suis pas extraterrestre, des coups de blues, ouais. Ça m'arrive aussi. Mais je sais pas, ça me paraît... je trouve que on se colle trop la pression pour plein de choses qui n'ont pas d'importance, en fait. Les choses essentielles, on est des petits gâtés. On se rend pas compte qu'on vit dans une société de petits gâtés. Et que, en Europe, en tout cas, on est vraiment des petits gâtés. On a quand même un niveau de vie qui est super élevé. Et du coup, on se fait du mal sur des petites choses, alors que l'essentiel est là, quoi. Si on regarde vraiment l'essentiel, les choses importantes, on a tout. Et des problèmes, j'en traverse aussi comme tout à chacun, mais on sait que ça passe, quoi. Ça passe. Je fais aussi du yoga depuis 20 ans et beaucoup de méditation. Je pense que ça aide à l'alignement et à la gestion de l'énergie, du stress, du mental. Et voilà, si on revient aux fondamentaux, qu'on se pose un petit peu, même poser les choses par écrit, faire des listes, le plus, le moins, juste se poser et arrêter de se noyer dans son mal-être, il y a plein de choses positives, quoi. Ouais, revenir sur du factuel et relativiser plutôt que se laisser aspirer par l'émotionnel. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci. Et pour prolonger donc la discussion sur tous ces enjeux de comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter? Alors, j'ai demandé à Betty Serroussi, qui est une chef d'entreprise aussi, la fondatrice de Travel Planet, de se prêter au jeu. Super. Bon, Betty, j'ai hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en